RTI 1 vous informe. Bonsoir à tous. Dans le titre de ce dernier journal. Timoko Meïle Kone a clôturé ce jeudi la réunion du Conseil présidentiel d'orientation du Plan national de développement PND 2021-2025. Le vice-président de la République est revenu sur les engagements de la Côte d'Ivoire, à savoir mettre la priorité sur le renforcement de la décentralisation, la mobilisation des ressources et la promotion du secteur privé. Abidjan et son plan lagunaire veulent s'inspirer de la Seine en matière de dépollution pour renforcer l'attractivité de la lagune et briller. Le Premier ministre a échangé ce jeudi avec la maire de Paris. Robert Berémambé et Anne Hidalgo ont abordé plusieurs sujets. Glissement de terrain en Éthiopie, on compte pour l'heure 257 morts. Le bilan pourrait atteindre les 500 selon l'ONU. Ce glissement de terrain est déjà le plus meurtrier connu en Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé du continent africain, dont plus de 3/4 des 120 millions d'habitants vivent en zone rurale. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1 en sa qualité de patron du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi du PND 2021-2025. Le vice-président de la République, Timoko Meïle Kone, a tenu ce jeudi la première réunion bilan avec les responsables des départements ministériels concernés. Une rencontre à laquelle participaient également les partenaires techniques et financiers impliqués. Ensemble, ils ont dressé le bilan du programme national de développement 2021-2025. On retrouve Mahama Traoré pour les détails. Le plan national de développement PND est en quelque sorte la matrice des actions de développement à mener par le gouvernement dans tous les secteurs sur une durée de 5 ans. Dans sa troisième version concernant la période 2021-2025, le PND continue de se déployer, la mobilisation des financements se poursuit. Ce jeudi, en sa qualité de président du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi du PND, le vice-président tient une réunion bilan avec les responsables des départements ministériels concernés et les partenaires techniques et financiers impliqués. Le groupe des PTF a pu observer les efforts mis en œuvre par le gouvernement avec une augmentation continue du budget de l'État sur les 6 dernières années qui reflète les ambitions d'émergence de la Côte d'Ivoire. Nous avons noté avec intérêt les progrès réalisés en matière de gouvernance économique. Je suis convaincu que ce cadre institutionnel de suivi du plan national de développement est une opportunité de renforcer le partenariat qui nous unit vers un souhait commun qui est l'atteinte des objectifs de développement pour une Côte d'Ivoire 3.0. Cet engagement a de quoi rassurer car le PND est encore loin du compte. Sur les 15 340 milliards attendus, 8 690 milliards ont déjà été mobilisés. S'agissant des annonces de financement, c'est près de 10 700 milliards de francs CFA sur les 15 706 milliards de francs CFA annoncés par les bailleurs. Outre la levée des fonds, d'autres défis font obstacle. 1. L'accélération du développement des grappes industrielles. 2. Le financement du développement des infrastructures industrielles. La coordination intersectorielle dans la prise en charge des problématiques de développement industriel. L'accroissement de la productivité du secteur agricole, l'amélioration de la qualité de service et de la garantie de la sécurité énergétique, le développement des 10 pôles régionaux d'excellence de santé, la généralisation et le renforcement de l'efficacité de la couverture maladie universelle, l'accès de tous les enfants à une éducation de qualité, et la fourniture d'eau potable à toute la population. Afin de surmonter ces défis, Timoko Meïle Kone livre quelques orientations aux membres du gouvernement. Entre autres, la revue du projet de société, baptisé Une Côte d'Ivoire solidaire du président Alassane Ouattara, la nécessité d'assurer une bonne maturation des projets d'investissement public ou encore l'accélération des politiques de développement national du secteur privé et la promotion des champions nationaux. Toutes ces orientations visent à booster l'efficacité du PND. L'évaluation de la mise en œuvre du PND doit être renforcée tout en accordant une place prépondérante au ressenti des populations. Pour ce faire, il faudra veiller à améliorer la collecte régulière des données statistiques dans chaque région. L'actualité de ces derniers mois a renforcé ce besoin
de même que la nécessité d'une mise à jour régulière et d'un effort de communication sur les statistiques relatives aux indicateurs sociaux définis au niveau international, afin que l'appréciation de la Côte d'Ivoire par les instances d'évaluation à l'échelle mondiale reflète les efforts réalisés sur le terrain. Tiemoko Meïlie Koné exhorte également les organes en charge du suivi du PND à déjà préparer le prochain plan qui couvrira la période 2026-2030. On reste au palais de la présidence de la République avec le vice-président. Au nom du chef de l'État, Tiemoko Meïlie Koné a reçu ce jeudi le rapport 2023 de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Le document dresse l'état des lieux du secteur audiovisuel en Côte d'Ivoire et les activités de régulation. Retenons qu'au titre de l'exercice 2023, la ACA a produit 11 décisions, 5 communiqués et prononcé 34 sanctions. Un exercice 2023 également marqué par l'adoption du code provisoire de la charte des réseaux sociaux dans notre pays. On retrouve encore une fois Mahama Traoré. Comme l'année dernière, le vice-président de la République reçoit au nom du chef de l'État le rapport annuel d'activité de la ACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, une démarche de redevabilité prescrite par la loi. Les textes demandent que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle remette son rapport d'activité annuelle, donc je dirais de l'année N-1, à Monsieur le Président de la République. Le document remis concerne l'exercice 2023. Il dresse l'état de santé du secteur audiovisuel. À fin 2023, la Côte d'Ivoire comptait, entre autres, 4 télévisions de service public, autant de stations privées commerciales et 281 radios de proximité. Suite au manquement constaté, le régulateur a dû arrêter 11 décisions. Dans son approche de la régulation, la ACA insiste sur le fait qu'elle met surtout l'accent sur l'encadrement et la sensibilisation des opérateurs audiovisuels. Il s'agit pour nous d'accompagner les opérateurs audiovisuels dans la mise en œuvre de leurs obligations, les sanctions n'intervenant qu'en cas d'absolue nécessité. Toutefois, au cours de l'année 2023, l'ACA, en termes de saisine et d'autosaisine, a pris plusieurs sanctions à l'encontre des médias audiovisuels. Elle en a pris au total 34, contre 12 en 2022. Cette augmentation du nombre des sanctions est due essentiellement, d'une part, au monitoring de la période électorale, période propice à des débordements, à des manquements, et d'autre part à la prise en compte des réseaux sociaux dans la régulation. Afin de contenir les dérives constatées, l'an dernier a vu naître la charte des réseaux sociaux, conclue entre la ACA et les acteurs du digital. Une initiative qu'encourage le vice-président Tiemoko Meïlie Koné dans la perspective des échéances électorales de 2025. Je me réjouis donc de ces actions qui visent à établir des passerelles de discussion avec tous les nouveaux acteurs de la communication audiovisuelle en vue de les prendre en compte dans le système de régulation. C'est une excellente chose. Cette mission de vigilance et d'alerte a certainement amélioré la confiance des utilisateurs afin que la télévision, la radio et Internet demeurent ce qu'ils ne doivent jamais cesser d'être, à savoir des sources inépuisables d'informations, de connaissances, de services et non des instruments de trafic et de perversion. Je vous invite à être proactifs dans la lutte contre le fléau des fake news, notamment en faisant évoluer la charte des réseaux sociaux vers un projet de loi. En effet, s'agissant d'un phénomène de société qui gagne de l'ampleur, il importe d'associer le législateur à ce débat national. Monsieur le Président de la ACA, les défis sont nombreux, car le secteur de la communication audiovisuelle est un domaine en perpétuelle mutation, avec
la création de nouveaux outils comme l'intelligence artificielle générative qui s'affirme de plus en plus dans tous les domaines d'activité, dont la communication audiovisuelle. Ce remarquable outil suscite cependant quelques inquiétudes. J'exhorte par conséquent le régulateur que vous êtes à encadrer son usage par la définition de règles d'utilisation transparentes et responsables dans le domaine de la production et de la diffusion des contenus audiovisuels afin que les populations ne soient pas victimes de manipulation, de diffusion de fausses informations, d'images et de discours de haine et de violence. Récemment, la ACA a connu un renouvellement partiel de son collège. 9 membres sur les 13 du collège viennent ainsi de prendre fonction. Je vous le disais au début de ce journal, le Premier ministre poursuit sa mission dans la capitale française. Robert Begré-Mambé était ce jeudi à l'Hôtel de Ville de Paris, où il a été reçu en audience par la maire Anne Hidalgo. La ville qui abrite les Jeux olympiques espère un succès aussi fulgurant que celui de la CAN organisé en Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. À 24 heures de l'ouverture des Jeux Olympiques, le Premier ministre Robert Begré-Mambé est à l'Hôtel de Ville de Paris. Il est reçu par la maire Anne Hidalgo. Au cœur de leur échange, du partage d'expériences. J'étais très heureuse quand il a été nommé à cette fonction. C'est très fort de voir aussi l'expérience qui est la sienne et qu'il met maintenant au service de la Côte d'Ivoire tout entière. Et puis, vous le savez, j'ai aussi une très très grande affection et admiration pour le président Ouattara et pour son épouse. Je veux aussi leur transmettre toute mon amitié, leur dire ma fierté de les accueillir à travers le Premier ministre et l'ambassadeur aussi. Autre point, celui de la dépollution de la Seine, un succès que la Côte d'Ivoire compte bien exploiter. Nous avons parcouru avec Madame le maire beaucoup de sujets et nous avons été très impressionnés par la méthode utilisée dans l'organisation. Dans le choix des hommes, elle s'est appesantie essentiellement pour choisir des hommes de consensus modérés, mais très pointus dans l'analyse des situations et des solutions. Et elle a aussi choisi des hommes d'expérience qui ont eu la capacité de gérer de grandes infrastructures. Et nous avons saisi l'opportunité pour parler de la Seine. Parce que pour que la Seine soit utilisable dans la baignade, elle a fait un travail colossal avec le soutien du gouvernement, des régions, de la collectivité urbaine. Et j'ai pris plaisir à écouter dans les moindres détails tout ce qui a été fait. Je vais en faire usage pour Abidjan, pour la lagune d'Abidjan. Ce soir, le chef du gouvernement prend part au sommet sur le sport et le développement durable en présence d'Emmanuel Macron. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques justement de Paris 2024 débute ce 26 juillet à partir de 15h30 GMT. Un rendez-vous auquel 110 chefs d'État et de gouvernement sont attendus. Parmi eux, une douzaine de chefs d'État africains. Plusieurs sont déjà arrivés. Certains ont participé ce jeudi après-midi à un premier événement organisé au Carrousel du Louvre, le sommet Sport pour le développement durable. Justement, le dossier inter de la rédaction politique de RTI 1 s'intéresse au JO de Paris 2024. Dans quelques heures seulement se tiendra la cérémonie d'ouverture au bord de la Seine, sur le pont et sous les toits de la capitale. 3000 athlètes, 6000 à 7000 athlètes et 3000 artistes, 45 000 membres des forces de l'ordre et 326 000 spectateurs sont attendus. L'événement sera aussi suivi par environ 1 milliard de téléspectateurs. Entre renforcement sécuritaire, sanitaire et mobilisation, la ville lumière entend briller de mille feux. Un dossier réalisé par Alexis Ouedraogo. Des mains de stars internationales à celles d'anonymes, la flamme olympique partie d'Athènes en avril dernier va achever ce vendredi son parcours à la basilique Saint-Denis, quelques heures avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris.
Dans la capitale française, le dispositif sécuritaire se renforce au point stratégique. Les gendarmes sont épaulés dans leur patrouille par des collègues de différents pays. Avoir des collègues de la Guardia ici en France avec nous qui peuvent nous aider sur des patrouilles dans le cadre des JO, c'est quelque chose, je trouve, de bénéfique pour nous. Ça permet d'échanger, de voir nos façons de travailler, etc. Et franchement, c'est très bien, moi j'apprécie. C'est toujours agréable de voir des collègues d'autres pays être ici. Une situation qui rassure les populations. Il y a beaucoup de policiers, beaucoup de gens avec des badges, beaucoup d'équipes sportives. Oh, franchement, pour une première fois, pour moi, à Paris, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte d'y être. Entre passes gris, rouges et nouveaux plans de circulation, difficile pour certains résidents des zones sous haute protection de rentrer à la maison. Tout le temps, non. J'habite dans la zone grise. Comment je fais? C'est fermé aussi. Je dois passer par Strasbourg pour venir jusqu'à chez moi. Comment ça se passe? Une colère que partage le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. On attendait à ce que les hôtels soient pleins, les appartements de location touristique soient pleins et qu'on n'ait même pas de place pour les Parisiens. Et finalement, c'est l'opposé. On est vide et une grande partie des Parisiens sont partis. Les raisons sont finalement assez simples et nous on le disait depuis quelque temps. Paris est incirculable. C'est un grand sens interdit à ciel ouvert. On ne sait plus où se diriger, les GPS sont complètement perdus. Vous avez des endroits emblématiques de Paris où les touristes, vous n'êtes plus accessible. Je pense à la place de la Concorde, au Trocadéro, la Tour Eiffel. Regardez, vous avez les 45 000 barrières avec ces grillages qui ont été mis en place. Donc regardez la Tour Eiffel derrière des grillages. Un touriste qui vient de loin n'a pas envie de payer pour ça. On lui dit attention, les transports en commun c'est compliqué. Il y a des axes, il y a des QR codes. Donc en fait, un touriste qui n'est pas très intéressé par les JO va se dire c'est pas le moment de venir, je viendrai plutôt après les JO, mais pas pour le moment. Avec le dispositif sécuritaire, celui sanitaire, plusieurs sportifs ont été testés positifs à la Covid-19. On a vu qu'en termes épidémiologiques, il y a eu plutôt une pointe au mois de juin. Il y a au contraire maintenant plutôt une baisse du nombre de cas, mais nous sommes extrêmement vigilants. Nous avons dû prendre certaines mesures. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui sur le Tour de France. Vous savez aussi qu'il y a 2 équipes, l'équipe de judo, l'équipe de natation, qui ont pris des dispositions spécifiques. C'est un risque qu'on surveille vraiment de manière extrêmement sérieuse. On a maintenant une expérience de la gestion de ce risque-là, mais toutes les précautions sont prises parce que, bien entendu, on veut la plus grande vigilance nécessaire. Autre secteur qui suscite l'attention, les tests antidopage. L'International Testing Agency est aux manettes pour organiser et gérer les résultats des tests de quelques 4000 sportifs. Comment est-ce qu'on va pouvoir qu'un athlète a consommé des dopants ou pas? En fait, on va avoir ce qu'on appelle une méthode instrumentale dans laquelle on va avoir une liste de composés, donc tous les composés qui sont référencés comme étant des composés dopants. Et chaque composé a une masse exacte. Et grâce à ce système-là, on va pouvoir en fait détecter la masse du composé en question. Après, il y a plusieurs critères de confirmation de la molécule, mais c'est ce qu'on fait. Donc au laboratoire antidopage français, en fait, ils font ce qu'on appelle un screening ciblé de 300-400 molécules, il me semble, dans laquelle est référencé tous les composés comme étant dopants. La cérémonie officielle attend la participation de nombreuses stars planétaires qui devraient faire briller Paris de mille feux. Et sur un tout autre plan, le président de l'Assemblée nationale a achevé sa visite d'amitié et de travail à Accra. Mais avant son retour au pays, Adama Bictogo a échangé avec des Ivoiriens résidant au Ghana, des cadres, des chefs d'entreprise et des travailleurs dans divers domaines qui s'engagent à faire rayonner la Côte d'Ivoire dans leur pays d'accueil. La rencontre s'est tenue à la résidence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana. Le compte-rendu de Moussa Konaté. De l'Assemblée nationale rencontre les cadres d'entreprises ivoiriens résidant au Ghana. À l'entame des échanges, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire situe le cadre. Nos compatriotes sont présents dans divers secteurs clés, tels que le commerce, l'éducation, l'agriculture, la santé et les technologies de l'information, etc. Leur contribution à l'économie locale est notable et renforce les liens économiques entre nos deux pays. Malgré ces réussites, des défis subsistent. Et c'est pourquoi votre visite revêt une importance particulière. Elle représente une opportunité de dialogue, de partage et de recherche de solutions pour améliorer davantage les conditions de vie de nos compatriotes ici présents.
Après les propos introductifs de l'ambassadeur Félix Tanon, c'est au tour du secrétaire exécutif de l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana pour le cacao de porter la voix de ces Ivoiriens résidant au Ghana. J'ai eu l'occasion d'entendre Monsieur le Président de l'Assemblée parler de la diplomatie économique, la diplomatie parlementaire. C'est très important parce que pour nous qui sommes à l'étranger, il est important de voir tout ce que nous apprenons ici, ce que ça peut apporter à notre pays. Demain, nous repartirons en Côte d'Ivoire. Nos expériences, mais aussi dans les réflexions, des réformes, des propositions au Parlement, il y a des choses que nous pouvons apporter. Donc nous, les Ivoiriens de l'étranger, sommes prêts. Des mots de remerciement et d'encouragement en faveur des autorités ivoiriennes. Le président de l'Assemblée nationale traduit sa satisfaction à l'endroit de ses responsables d'entreprise. J'ai vu à la présentation que parmi vous, il y avait un répertoire de compétences pour divers secteurs dont le pays a besoin, dont le Ghana a besoin. Mais le tout, c'est que vous puissiez apporter et au Ghana et à la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes des peuples frères. Vous devez vous battre pour un retour de vos compétences, mais pour participer à l'émergence des champions nationaux. Adama Bictogo rassure également ses cadres entrepreneurs ivoiriens de la volonté du gouvernement à soutenir toute initiative pouvant contribuer au rayonnement de la Côte d'Ivoire. 310 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 285 francs CFA pour le deuxième choix. Ce sont les prix d'achat du coton annoncés cet après-midi à Abidjan par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Des prix qui restent inchangés au regard de la campagne de commercialisation précédente. Kobena Kwasi Adjoumani, que je vous propose d'écouter. Les prix d'achat du coton graine sont fixés comme suit. 310 francs par kilogramme le coton graine de premier choix et 285 francs CFA par kilogramme le coton graine de deuxième choix. L'appui financier du gouvernement au titre de la campagne 2024-2025 est de 11,939 milliards de francs CFA sous la forme d'un complément de prix d'achat du coton graine et d'un soutien du prix de cession des intrants, c'est-à-dire les engrais et les insecticides, aux producteurs. Ainsi, les prix de cession des intrants coton aux producteurs par les sociétés cotonnières sont NPK, 18 100 francs, le sac de 50 kg, l'urée, 17 050 francs CFA, le sac de 50 kg, insecticides, 35 000 francs CFA par hectare pour les 7 passages de tout le cycle culturel. Pour la campagne 2024-2025, les projections tablent sur une production de 367 000 tonnes de coton, graines et un rendement de 1000 kg par hectare. Producteurs et acheteurs devront se conformer. Dans le cadre de sa visite de travail au Maroc, la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a sillonné plusieurs centres sociaux. Il s'agissait pour elle de s'imprégner du mécanisme de fonctionnement de ces organismes qui s'inscrivent dans la politique d'entraide solidaire et de protection sociale du gouvernement marocain. Miss Belmonde Dogo s'est dite enrichie du modèle marocain. De retour à Abidjan, le compte-rendu de Michel Mambo, Sogodogo. L'entraide solidaire et la protection sociale au cœur d'une séance de travail. Puis, direction le terrain. Miss Belmonde Dogo veut s'imprégner de la stratégie mise en place par le royaume chérifien sur la question. La ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté parcourt alors plusieurs centres et complexes sociaux pour davantage comprendre le dispositif. Les gens qu'on reçoit ici doivent être âgés plus de 60 ans, ils n'ont pas de revenus fixes, ils n'ont pas de domicile fixe et ils n'ont pas d'enfants.
Nous, on les prend en charge à 100%, c'est-à-dire nourriture, logement, côté médical, loisirs, et elles font des lectures de Coran. On offre des prestations aux personnes en situation de handicap. Tout est digitalisé depuis l'accueil. Tous les renseignements liés à la personne concernée ils sont recueillis par une personne chargée de l'accueil. On a même une borne interactive où n'importe quelle personne peut faire la recherche elle-même, voir toutes les conditions demandées pour avoir telle ou telle prestation. Un complexe d'orientation et d'assistance aux personnes en situation de handicap, un centre d'accueil des personnes du 3e âge, un autre offrant gîte couvert aux femmes victimes de violences, un centre d'encadrement des enfants vulnérables ou en conflit avec la loi. Miss Belmondo Dogo fait le tour. L'expérience est enrichissante. Nous retournons en Côte d'Ivoire avec un esprit ouvert dans ce sens que le digital peut permettre beaucoup de choses, mais surtout le partenariat public-privé, parce que tous les centres que nous avons visités sont des centres aux mains des ONG, des fondations. Et derrière, mon homologue, la ministre de la Solidarité, a tout un arsenal qui permet le suivi. Mais ce que je retiens le plus est que ce n'est pas l'État qui est en avant, c'est plutôt les ONG, le privé, et derrière l'État fait le contrôle. Mission fructueuse pour la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Dans ses valises, de nombreux acquis. Religion à présent, Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa est le nouvel archevêque métropolitain de Bouaké. Il a été nommé ce jeudi par le pape François. Sa prise de possession canonique aura lieu le 14 septembre prochain. Plus de détails avec Grace Kando. Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa, nommé nouvel archevêque métropolitain de Bouaké, précédemment évêque auxiliaire et administrateur apostolique du dit diocèse. Originaire du diocèse de Grand Bassam, le nouveau prélat de l'archidiocèse de Bouaké a été ordonné le 13 décembre 1977 après sa formation au moyen séminaire de Yopougon et au grand séminaire 5 heures de Marie d'Anyama. Plusieurs fonctions sont à mettre à l'actif du nouvel archevêque de Bouaké. Il fut entre autres secrétaire général du diocèse de Grand Bassam, directeur diocésain des œuvres pontificales et vicaire général du diocèse de Grand Bassam. Docteur en théologie biblique de l'Université de Strasbourg, la prise de possession canonique de Monseigneur Jacques Asanvo se fera le 14 septembre prochain. L'archidiocèse de Bouaké est divisé en 8 secteurs et 4 doyennés. Il compte une centaine de prêtres. En marge des travaux du comité des forêts, le ministre Laurent Gbagba a entrepris la recherche de financement à Rome, en Italie. Il a rencontré les décideurs de l'entreprise pétrolière Eni Énergie. Avec le groupe, un accord de partenariat est en cours d'élaboration afin d'accélérer le reboisement, facteur de réduction des effets du gaz carbonique. Envoyé spécial à Rome, Eugène Toubé. La visite du ministre Laurent Gbagba au siège de Eni Énergie à Rome préfigure la matérialisation du partenariat financier entre la Côte d'Ivoire et cette multinationale italienne spécialisée dans la recherche, la prospection et l'exploitation pétrolière. C'est à elle que l'État ivoirien a concédé l'exploitation de son gisement Baleine, situé à 70 km de la côte d'Abidjan, à une profondeur de 1200 mètres. Eni va émettre des gaz à effet de serre. On émet des gaz à effet de serre, il faut pouvoir faire quelque chose pour les compenser. Et Eni a choisi les forêts pour compenser ces émissions de gaz à effet de serre. Et c'est dans ce contexte que Eni a mené une étude de faisabilité sur 20 forêts classées. Finalement, c'est 14 forêts classées qui ont été retenues. Il faut dire que c'est un cas unique au monde de générer des crédits carbone qui seront investis dans le même pays. L'enjeu de la présence du ministre des Eaux et Forêts dans les locaux de ce puissant groupe pétrolier, obtenir des fonds pour soutenir la politique de préservation des forêts ivoiriennes dans un contexte de changement climatique. La poignée de main entre le ministre des Eaux et Forêts et l'Italien Andrea Marsanich, au-delà du rite protocolaire, exprime l'assurance pour les deux parties de trouver un modus vivendi. Tout a été finalisé, bouclé. Ce protocole d'accord, s'il était signé, va permettre
de faire 18 000 hectares de reboisement, 13 000 hectares d'agroforesterie et 8 000 hectares de conservation de la forêt. Et avec des développements d'un certain nombre d'infrastructures dans les 14 forêts qui ont été retenues pour ce projet-là. L'appui du secteur privé est fortement souhaité à hauteur de 65% pour un financement arrêté à la somme de 616 milliards de francs CFA. La méga multinationale italienne y contribue pour 65 milliards de francs CFA relativement à son engagement pris lors de la signature de la convention avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui fait un grand pas dans sa stratégie de décarbonation. C'est le glissement de terrain le plus meurtrier jamais enregistré en Éthiopie. Le bilan a atteint de 257 morts au 24 juillet et devrait augmenter jusqu'à hauteur de 500 morts selon les informations communiquées par les autorités locales, écrit le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU dans son dernier rapport de situation publié ce jeudi. Le précédent bilan communiqué mardi soir par les autorités locales faisait état de 229 morts. Les habitants continuent de creuser à main nue pour tenter de retrouver des survivants. Toujours dans l'actualité hors de nos frontières, le président américain Joe Biden a demandé ce jeudi 25 juillet au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de travailler à conclure rapidement un cessez-le-feu au 10e mois de la guerre dans la bande de Gaza. Les deux dirigeants qui entretiennent des relations notoirement compliquées ont tenu à afficher leur proximité devant les caméras lors de leur rencontre dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Une rencontre qui s'est tenue 4 jours seulement après l'annonce fracassante du retrait de Joe Biden, 81 ans de la campagne pour l'élection présidentielle de novembre prochain. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.